Merci d'être venus si nombreux pour cette première journée de rassemblement des partenaires de la ferme rémoise. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me mettre debout. Je suis Clément, je suis le président de l'association. Et on a voulu faire cette journée pour rassembler tous les acteurs qui sont tournés autour de l'agriculture urbaine, mais aussi de l'alimentation locale. On a aussi des producteurs locaux. Donc voilà, on n'a pas réuni l'exhaustivité des gens, des intervenants qui sont très nombreux sur le territoire. Mais c'est une première et on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Et on a de la chance pour le temps aussi. Donc le thème de la table ronde aujourd'hui, c'est l'agriculture de proximité, clé de la résilience alimentaire. Alors je vais me permettre d'expliquer un peu la définition de la problématique. Donc par agriculture de proximité, on a voulu englober l'agriculture urbaine, qui est quelque chose de très spécifique, et l'agriculture périurbaine, donc c'est-à-dire les fermes qui sont allées à 20-30 km de l'agglomération. Et la question, c'est de savoir, est-ce que finalement c'est avec ce tissu-là de producteurs, et notamment l'agriculture urbaine aussi, qu'on va réussir à rendre nos territoires résilients, sachant que je me permets de rappeler quelques petits chiffres. Alors j'ai pas les sources sur moi, mais si vraiment vous voulez savoir, je peux les retrouver. Par exemple, sur le territoire sur la ville de Reims, on est à 2% de notre alimentation qui provient à moins de 30 km. Donc en termes de résilience, on a encore un peu de boulot. Même si c'est pas 2%, c'est l'ordre de grandeur. On a aussi une problématique, c'est que on a besoin de plus d'agriculteurs, mais aujourd'hui c'est pas la tendance actuelle. On est à un agriculteur sur 4 qui n'est pas remplacé chaque année, donc on en a de moins en moins. Les fermes sont de plus en plus grandes. Donc on a aussi, l'agriculture aujourd'hui, elle doit faire face à plusieurs problématiques. C'est qu'elle doit d'abord nourrir son territoire. On a aussi maintenant les questions énergétiques qui rentrent en concurrence aussi avec l'occupation des sols. Et donc la question, ça va être comment rendre notre territoire plus résilient. Est-ce que l'agriculture urbaine ou l'agriculture locale est la solution, avec des nouvelles pratiques qui seront plus résilientes aussi au problème des dérèglements climatiques. On a l'enjeu des consommateurs, parce que si on a des producteurs mais personne pour acheter leur production, ça ne marchera pas non plus. Et comment on fait pour que les gens puissent accéder à cette nourriture qui est saine et locale, avec des budgets qui se resserrent. Et on a évidemment l'enjeu politique qui vise à soutenir l'agriculture locale, à arrêter l'artificialisation des sols et aussi un soutien financier aux producteurs locaux. Donc éviter un peu la concurrence déloyale avec la globalisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui on importe une grande partie de nos produits alimentaires, y compris le maraîchage. Donc voilà un peu l'idée. Et alors maintenant je vais parler un peu au nom de la ferme rémoise. Nous on existe, notre objectif, pourquoi on veut développer l'agriculture urbaine, c'est pas juste parce que ça nous plaît ou parce qu'on trouve ça joli ou chouette, c'est qu'on estime que c'est un vrai levier pour sensibiliser les citadins à cette question de l'alimentation. C'est un peu le pied dans la porte de l'agriculture chez les citadins qui ont tendance à être complètement déconnectés de la problématique alimentation et donc production agricole. Et la question est posée maintenant, est-ce que l'agriculture de proximité permet finalement cette résilience alimentaire que aujourd'hui je pense tout le monde est sensibilisé à cette question. On voit la crise en Ukraine qui a un peu ébranlé nos chaînes d'approvisionnement. C'est une crise ponctuelle, ou pas d'ailleurs, mais qui va peut-être être résorbée, mais on sait qu'à l'avenir, c'est des choses qui vont arriver de plus en plus pour diverses raisons, et on n'est pas là pour les prédire, on est là pour les prévenir justement, sans parler de tous les bienfaits que ça apporte pour l'économie locale, pour le côté social. Donc voilà, l'agriculture de proximité, clé de la résilience alimentaire, point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet ? Oui, pardon, donc Tiffaine Guillaume de la ferme Maison Guillaume, merci. Je connais, mais c'est juste la mémoire qui... donc on a Hélène Gilles Stevens
donc, qui est productrice en grande culture, côté de Chalon, en agriculture biologique. On a Constance Pétini, qui est installée depuis peu à Perthes en maraîchage biodiversifié. Et donc ensuite, et grande culture, pardon. Polyculture, pas encore élevage. Donc ensuite on a les Bonresses que vous connaissez certainement et qui se présenteront mieux que moi donc, sur la question du gaspillage alimentaire. On a Terre de Liens qui est un acteur vraiment fondamental sur notre territoire mais dans toute la France sur la question du foncier agricole et l'installation de producteurs en agroécologie, en agriculture biologique notamment. On a André Gidin, c'est ça? Oui, Éric Novak. Éric Novak, pardon. C'est pas grave. Non, mais j'écris très bien aussi. Je tiens votre indulgence. Cette journée était éprouvante pour vous. Éric Novak, de la Microville 112, qui vous expliquera finalement pourquoi il intervient aujourd'hui, parce que c'est justement tout à fait dans le thème de l'agriculture urbaine. Et donc Élodie, les colibris, que certains connaissent aussi. Donc les colibris, l'association qui met en mouvement la société pour la transition écologique de manière générale. Donc pour l'émergence de projets en tout genre. Mais aujourd'hui, elle va faire l'effort de parler surtout de l'alimentation. Donc, et Bertrand Douzabi, excuse-moi, tu n'es pas encore là, de l'école des jardiniers. Donc une association qui se présentera aussi sur le jardinage partagé. Voilà. Et donc je reprends la problématique, agriculture de proximité, clé de la résilience alimentaire. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir sur ce sujet? Donc l'idée c'est de dire si vous allez dans ce sens-là et vous dites finalement oui c'est la clé mais aujourd'hui on a telle ou telle problématique ou telle opportunité. Non, c'est pas du tout la bonne direction, il vaut mieux autre chose. N'hésitez pas, c'est le moment d'en parler. Muriel, tu commences? Merci. Je vais bien commencer parce que j'avais déjà répondu ce matin un petit peu sur France Bleu sur ce sujet-là et en particulier pour dire pourquoi résilience. Il voulait qu'on lui explique pourquoi résilience. Et je lui ai dit, il y a 3 crises actuellement. Il y a 3 crises, la crise climatique, bien sûr, et puis la crise en Ukraine, bon ça on en parle beaucoup, et puis la crise sanitaire et l'endémie en fait, qu'on a avec le Covid. Quand a commencé le Covid, on voyait bien que tout le monde s'est tourné vers l'alimentation locale, de proximité. La question ne se posait plus. La question se posait plus. Tout le monde s'est précipité pour aller acheter son alimentation tout près de chez soi. Donc là, on a la même problématique parce qu'il n'y a plus d'essence dans nos voitures. Donc oui, il faudrait peut-être acheter aussi près de chez soi. Une autre question. Donc en fait, tout ça est lié. Je pense qu'il faut qu'on ait ça en tête avant de dire les choses. Et puis alors moi, ce que j'ai dit aussi ce matin sur France Bleu, et je le répète ici parce que tout le monde n'a pas écouté France Bleu, j'en suis sûre, j'ai dit que pour moi, en fait, c'était bien cette résilience ne s'obtiendrait aussi que s'il y avait une solidarité entre les secteurs ruraux et le secteur urbain. C'est pour ça que à la fois je suis très proche, je me sens très proche quand on parle d'agriculture urbaine. On voit bien que tu as précisé, Clément, qu'on parlait aussi de l'agriculture de proximité. Et en fait, je vois bien que ça ne suffira peut-être pas, il faudra peut-être quand même avoir une certaine solidarité avec les campagnes alentours, peut-être plus loin que 30 km. Je dis ça parce que je me suis amusée à faire un petit quiz pour la journée d'aujourd'hui et j'ai regardé le territoire de Reims. Le territoire de Reims, 716 hectares, c'est ça, Jean? Je ne sais pas. Voilà, à peu près. 716 hectares, le Grand Reims, ouais. Et en fait, quand on regarde, on n'est pas du tout en autonomie, en souveraineté alimentaire.
puisque je ne sais plus combien c'est le pourcentage. De toute façon, les chiffres, j'ai du mal à retenir. Ce que j'ai retenu, c'est que moi qui aime beaucoup les fruits et légumes, en fait, on n'avait que 0,02% de production de légumes sur notre Grand Reims. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, on se pose la question quand même de l'installation, en particulier en maraîchage, hein, il faut dire ce qu'il est. Donc, Terre de Liens, nous, ce qu'on peut trouver comme solution, c'est essayer d'aider l'installation agricole. En fait, donner accès à la terre. Et voilà, c'est une forme de résilience. Je pense que c'était ça ta question, Clément. Tu voulais qu'on dise, nous, nos solutions. Donc, nous, on veut donner accès à la terre. Alors, comment on fait? On accompagne les porteurs de projets qui veulent s'installer en agriculture biologique en les orientant. Déjà, c'est peut-être une première chose, c'est les écouter, les orienter vers les bonnes personnes. Et puis aussi, en recherchant pour eux éventuellement du foncier, sinon pas de foncier en vue. Et puis, éventuellement aussi, en les mettant en lien avec des collectivités qui seraient prêtes à installer des porteurs de projets. Et à la fin, on peut aussi acheter du foncier pour les installer parce que nous avons la chance d'être dans un mouvement qui s'appelle le mouvement Terre de Liens avec une foncière qui va collecter de l'épargne et qui va permettre d'acheter du foncier pour installer des porteurs de projets. Voilà. Je ne veux pas m'éterniser parce qu'on est nombreux autour de la table. Merci beaucoup Muriel. Donc là on a abordé la question foncière. Alors ce serait intéressant finalement de savoir à terme c'est quoi un système alimentaire résilient idéal selon vous. Je ne sais pas si tu as la réponse aujourd'hui. Ou... Sur les petits parcelles, faire de la publicité pour un outil numérique qui s'appelle Parcelle et qui permet un petit peu justement de se poser les bonnes questions. On choisit un territoire et puis on recherche voir si le territoire est autonome sur la surface, s'il y a suffisamment d'alimentation pour nourrir toute la population du territoire donné. Et on peut changer des indicateurs, on peut mettre, tiens là je veux supprimer le gaspillage complètement, 100% de gaspillage en moins, déjà c'est super. Et puis après on peut mettre tout en bio ou un petit peu de bio. Après on peut aussi supprimer, manger moins de viande ou manger plus de viande du tout. Voilà, on change ça et c'est un calculateur et il vous sort tous les chiffres que vous voulez bien entendre. Voilà. Parcelle. Merci Muriel. J'ai oublié de vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut faire circuler le micro. Merci de ton point de vue. Alors je vous propose qu'on demande à nos amis les producteurs, finalement par rapport à cette vision un peu idéale d'un système alimentaire résilient, comment vous avez vécu les choses dans vos installations respectives. Alors vous ne faites pas la même production exactement, vous avez un rayon d'action différent. Mais peut-être que vous voulez témoigner sur finalement qu'est-ce qui vous a permis de vous installer et qu'est-ce qui fait que d'autres peut-être n'y arrivent pas. Et voilà, sur la question peut-être de l'attractivité du métier, j'essaie de ne pas trop déborder du sujet, mais voilà, j'essaie de vous inspirer. Après, si vous avez un point de vue, on reste sur cette problématique de résilience. Et là, par résilience, j'entends l'installation d'agriculteurs. Donc peut-être que voilà, dire ce qui vous a vraiment séduit, ce qui vous a permis de vous installer, et ce qu'il faudrait améliorer pour qu'il y en ait plus qui s'intéressent, qui passent à l'acte finalement. Est-ce que une de vous trois veut intervenir? Donc moi je viens de m'installer c'était le 1er décembre 2021. Donc j'ai repris la ferme de mes parents, 60 hectares, une petite ferme dans la Champagne, sud des Ardennes, ferme conventionnelle, mais avec des parents assez ouverts d'esprit quand même, qui n'ont pas vu d'inconvénient ce que je demande à convertir 4 hectares en bio. Sur ces 4 hectares, pour l'instant, je fais un peu moins d'1 hectare de maraîchage. Donc là, je vais être certifiée bio au mois de décembre. Je fais de la vente directe, je vends à la ferme et je vends sur Reims. Parce qu'il y a quand même de la demande. La demande sur Reims, c'est juste énorme. Il faut aussi changer des mentalités, malheureusement. Parce que le supermarché est encore hyper facile d'accès et on s'en fout un peu ce qu'on met dans le caddie, je pense. Mais voilà, les mentalités bougent malgré tout. Et donc pour
répondre à ta question sur la facilité d'installation, moi j'ai eu la chance d'avoir pu reprendre la ferme de mes parents. Je sais que sans ça, ça aurait été hyper compliqué. Malgré le fait que je reprenais la société de mes parents, la première banque que j'ai été voir n'a pas voulu financer mon projet de maraîchage parce que trop atypique. Voilà, trop atypique alors que c'est... Voilà, on parlait de légumes en vente directe. Voilà, comme quoi la société n'est pas prête à revenir à une alimentation locale, moi je pense. Je suis pas... ça bouge, mais super lentement. Et donc, voilà, si j'avais pas eu la ferme de mes parents à disposition, je ne sais pas si j'aurais pu m'installer en tant que maraîchère. Clairement, c'est le fait que j'avais 60 hectares derrière en blé, betterave, qui a permis de financer ma serre et mon puits. Du coup, moi, je suis Hélène Gilles Steven, je suis agricultrice céréalière à Matou, près de Châlons en Champagne. Et j'ai repris, pareil que Constance, un petit peu, on a un peu le même parcours, exploitation familiale. Je dirais pareil, en fait, si c'était pas l'exploitation familiale, j'en serais pas là. Enfin, je ne serais jamais agricultrice, en fait, j'aurais pas pu. Et puis au niveau de ces... Enfin, j'ai 80 hectares, mais j'étais double active jusqu'il y a 2 ans. Parce que j'en vis pas en fait. Donc ça c'est un vrai problème. Il faut savoir, c'est un frein à l'installation, parce qu'avant j'étais cadre. Du coup, de passer cadre à ne plus pouvoir se tirer un salaire, il faut quand même y arriver. Heureusement que j'ai mon mari là. Donc voilà. Et du coup, donc à côté de mes 80 hectares, que je convertis progressivement en bio. D'ailleurs, je représente AgroBio aussi aujourd'hui. On essaye de promouvoir l'agriculture biologique, c'est pas si évident. Hier, on avait un pot d'accueil pour les nouveaux. Il y avait 3 nouveaux dans toute la Marne. Voilà. Donc la dynamique bio, elle n'est pas si développée en Champagne-Ardenne. Faut le savoir. En grande culture, en vigne un peu plus. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, à côté de ma ferme, mon exploitation agricole, j'ai essayé de développer une petite production de champignons de Paris. Donc j'ai fait ça l'année dernière sur 1 an. Ce qui marche vraiment bien, il y a un engouement des gens sur les marchés, etc. J'ai jamais fait de perte. Et j'ai un super retour qui est très valorisant de toutes les personnes dans les marchés. Enfin, voilà. Par contre, si on rapporte toutes les heures de travail à ce que j'ai gagné, c'est même pas un SMIC. Enfin, du coup, c'est ça le problème pour moi. La résilience, va falloir. C'est juste qu'il faut. Si on travaille, c'est un moment. J'adore mon métier, j'adore la terre, mais il va falloir que. Je sais pas, on s'organise pour que les agriculteurs soient un tout petit peu plus politiques. Enfin, je sais pas, il y a un rôle politique aussi à jouer, sociétal, voilà. Que les gens acceptent de payer leur nourriture au juste prix. Voilà, c'est ça. Il faut se dire que la nourriture, il faut la payer au juste prix, c'est ça, ouais. Voilà. Et peut-être moins dans la quantité, plus dans la qualité. Merci beaucoup Hélène. Donc effectivement, là on touche du doigt à un point sensible, c'est finalement la rémunération des agriculteurs, pour à la fois qu'ils puissent en vivre, ça c'est l'essentiel, mais aussi que ça puisse attirer de nouvelles personnes. Parce que comme vous pouvez le constater, c'est pas un choix évident et il faut vraiment être très très motivé pour passer d'un salaire fixe relativement confortable à un salaire moindre et pas assuré à tous les coups. Donc c'est une vraie question, on en reparlera après. Peut-être que Tiffany, tu voulais compléter sur la partie producteur. Donc, moi aussi, je suis donc installée avec mon mari. On est au Ménancourt, donc on est à 15 km au nord de Reims. On fait, on va dire, on a 50 hectares, donc on fait 10 hectares en maraîchage et on a 5 hectares d'asperges et 3 hectares de fraises. Donc on n'est pas bio, on est raisonné.
Et on vend tout en vente directe. Donc pour ça, on fait des marchés sur Reims et en fait, on fait partie d'un magasin de producteurs qui s'appelle Sacré Fermier, qui est basé sur la commune de Cernay-les-Reims. On est 20 associés agriculteurs et donc on travaille dans notre magasin, on fait de la vente et ce qui nous permet en fait de dégager, de vendre une grosse partie de notre production. Donc voilà, nous on est donc en couple, on vit à 2 sur notre exploitation et on a 2 autres salariés aussi, donc voilà, on s'est lancé là depuis 2020 dans la transformation, donc un nouveau marché, donc c'est les chips de légumes. On a décidé donc de transformer nos légumes en chips, donc on a investi dans un atelier de transformation à la ferme. Et nous en fait ce qu'on veut faire, c'est un produit donc 100% local. Donc on a choisi par exemple une huile qui vient de la Marne, d'un producteur local. C'est vraiment de faire un produit, même tout ce qu'on vend sur les marchés, on vend notre production, quoi. C'est pas du tout de l'achat-revente, c'est vraiment vendre nos produits. Je voulais juste rebondir sur le prix, voilà. Pour travailler donc souvent à Sacré Fermier, on échange avec sur les marchés, sur les consommateurs, et moi je regarde aussi beaucoup les prix des grandes surfaces et ce qu'ils vendent en légumes et nous ce qu'on vend, et en fait on se rend compte que on est très compétitif et les gens pour parler de Sacré Fermier, ont toujours l'image d'un magasin cher de producteurs en disant pourquoi vous vendez si cher alors que c'est du direct. Mais déjà je leur dis qu'on a un peu de charge, on a un bâtiment, on a des salariés aussi à payer, et puis il faut acheter aussi les légumes à un juste prix et on ne peut pas casser des prix parce qu'on est producteur en vente locale. Faut aussi se payer, quoi. Les heures qu'on passe à travailler dans notre magasin, mais néanmoins il faut se les rémunérer. Donc il faut aussi accepter d'acheter à un juste prix. Et quand on compare avec les supermarchés, on n'est pas si élevé que ça. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens ne privilégient pas le local quand ils le peuvent, justement. Voilà. Après nous on travaille aussi avec des grandes surfaces, donc je ne veux pas non plus tout dévaloriser parce que ils jouent le jeu, je veux dire, sur les prix, sur les appros. Ils nous suivent quand on ne peut pas fournir, voilà, ils se fournissent ailleurs, mais ils nous privilégient en priorité, donc ça c'est pas mal sur les appros locales. Voilà, je sais pas si vous voulez. Merci beaucoup. Alors, moi, ça m'évoque une question. C'est intéressant le fait que vous ayez à la fois le magasin producteur et les supermarchés. Et du coup, finalement, est-ce que une des solutions, ce serait... Bon, c'est très théorique, parce que pour l'instant, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais est-ce qu'il faudrait multiplier ce type de supermarché de producteurs? Ou est-ce qu'il faut plutôt s'appuyer sur les GMS existantes, mais qu'eux se transforment de l'intérieur pour que l'essentiel de leur offre soit le plus local possible? Je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus, ou est-ce qu'il faut des deux, j'en sais rien. Ouais, je pense qu'il faut des deux parce que les gens qui viennent dans des magasins de producteurs, c'est des gens qui ont une démarche d'aller voir des producteurs locaux et tout ça, alors que les gens qui viennent dans les GMS, ils n'ont pas trop cette démarche-là, mais s'ils se trouvent peut-être face à un produit local, ils vont peut-être le privilégier aussi, mais ils n'auraient peut-être pas fait l'effort d'aller dans un magasin de producteurs. Après, les GMS, ils sont vraiment poussés par mettre en avant les producteurs locaux et tout ça. Enfin, je sais que nous, on est rentré dans le logo Made in Marne, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, c'est pour privilégier les produits qui viennent de la Marne. Et donc, on a les supermarchés Cora qui veulent faire un rayon Made in Marne. Donc, ils nous ont tous contactés, ceux qui font partie du logo, pour nous mettre en avant dans leur rayon. Donc, je trouve qu'en fixant nous-mêmes nos prix de vente, voilà, c'était une démarche à saluer, et il y en a d'autres, donc je pense qu'il faut travailler avec tout le monde. Enfin, nous c'est notre objectif.
Enfin, et puis, en fait, on a vécu une année Covid record où on a fait que de la vente directe et tout ça. Et puis, depuis un an, la vente directe est en baisse. Hein, donc, il faut aussi vendre. Donc, voilà, il faut utiliser tout ce qu'on a comme canaux de distribution déjà présents, quoi. Je sais pas ce que vous pensez. Ouais. Les pistes un petit peu. Moi, je pense aussi qu'il faut utiliser un petit peu toutes les pistes. Voilà, toutes les possibilités. Et en plus, les grandes surfaces, la vente directe, les marchés, etc., c'est super. On rencontre les gens, mais ça prend extrêmement longtemps, quoi. Donc, les grandes surfaces, quand on a une famille à gérer, ça peut être aussi une solution pour les producteurs. Hein. Enfin, faut pas se... Je me dis, faut pas s'interdire des choses. Moi, je pense qu'il faut diversifier ces canaux de vente. Moi, je fais vente à la ferme, vente à Reims, je vends des restaurants et je vends un primeur qui lui-même, après, se fait une bonne marge sur mes produits. Mais ce qui m'a permis de perdre beaucoup moins de légumes qui arrivent tous à maturité en même temps et il n'y a pas forcément les clients qui sont tous là, vouloir tous du brocoli le jour donné. Donc, c'est vrai que c'est une solution aussi pour moins de pertes. Après, forcément, on fait moins de marge quand on vend à une grande surface. Donc, ça peut pas. Enfin, moi, dans mon cas, ça peut pas être mon principal canal de vente. C'est un canal, on va dire, SOS, qui me permet de limiter mes pertes. Merci beaucoup. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'une transition pour enchaîner avec nos autres partenaires. Donc effectivement, on voit que pour bien vivre de son métier de producteur, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs canaux de commercialisation. Mais du coup, finalement, que ce soit la supermarché, la vente directe ou les magasins de producteurs, c'est finalement comment faire en sorte que les consommateurs achètent local, parce qu'ils peuvent l'acheter local finalement un peu partout. Et du coup, c'est là que je me tourne vers nos amis qui sont plutôt orientés vers les consommateurs. Donc, comment, et nous aussi, dans notre vocation à développer des projets d'agriculture urbaine, comment donner envie aux gens et surtout leur faire prendre conscience que c'est vital d'acheter local. C'est pas juste sympa ou bon pour la santé, mais c'est aussi comment rendre nos territoires plus résilients en développant le local et donc en achetant local. Je ne sais pas si ça vous inspire, les amis de l'école des jardiniers ou des bons restes. J'en étais sûr. Oui, donc à l'association Les Bons Restes, on sensibilise au gaspillage alimentaire et à l'alimentation durable. L'alimentation durable, en fait, on peut tous avoir des notions et se dire ah je pense que ça veut dire ça, ça, ça. Il y a une définition en fait qui existe et qui prend en compte divers aspects. Il y a l'aspect social, donc c'est-à-dire l'alimentation durable doit pouvoir rémunérer dignement les producteurs et productrices. Donc là, on a entendu différents témoignages. Bon, c'est compliqué aujourd'hui, on en est un peu loin. L'alimentation durable, du coup, est attentive à la fois aux producteurs et productrices et aux consommateurs, consommatrices, pour que ça soit accessible à toutes et tous. Voilà. Il y a le point aussi environnemental, donc il faut qu'une alimentation durable soit durable dans le temps, donc c'est-à-dire aujourd'hui et pour les générations futures. Donc ça veut dire que écologiquement et socialement, il faut que ce soit durable. Donc quand on a vu ça, on a identifié le besoin. Aujourd'hui, c'est compliqué et effectivement, le fait de se questionner sur la résilience d'un territoire, c'est un moyen pour se tourner vers l'alimentation durable. D'un point de vue consommateur, nous on se rend compte que aujourd'hui, c'est un peu une variable d'ajustement en fait, l'achat alimentaire. Et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour se tourner vers les produits du territoire, mais qui sont souvent freinées par l'aspect budget. Ça, c'est un témoignage qu'on peut avoir au niveau de nos ateliers. Nous, ce que l'on fait par rapport à la sensibilisation sur l'alimentation durable et le lien avec le territoire, ce sont notamment nos ateliers de cuisine anti-gaspi participative.
On a d'ailleurs ouvert récemment un restaurant participatif associatif où l'objectif c'est de récupérer les produits invendus dans les supermarchés bio du territoire et les pertes au niveau des agriculteurs du territoire et les transformer avec des participants. Déjà pour se dire qu'à partir de produits bruts on peut faire des recettes tout à fait bonnes avec des produits de saison sans forcément être chef cuistot 3 étoiles. Et l'autre aspect aussi, c'est aussi de valoriser les agriculteurs du territoire, donc de les faire connaître et de faire connaître aussi les saisonnalités. Et pour revenir sur une thématique de la journée, nous on met à disposition sur le stand des Bons Restes une cartographie des lieux de vente de produits du territoire sur le triangle marnais, donc Reims, Épernay, Châlons, qui a été fait par le PAT de la montagne de Reims. Donc c'est aussi se donner des clés. C'est acheter local, mais comment? Donc là on a vu qu'il y avait les magasins de producteurs, les marchés, il y a les AMAP. Voilà, donc c'est aussi une façon de pouvoir se raccrocher au local. Je me permets juste de poser une petite question. Donc tu as soulevé une problématique sur le fait que le budget alimentaire c'était la variable d'ajustement. Et finalement dans vos actions, comment vous essayez de convaincre ces personnes que ça a un intérêt de mettre suffisamment de budget dans l'alimentation, à la fois pour manger sainement, mais aussi développer la résilience du territoire. Ce qui est un terme qui n'est pas forcément très convaincant pour tout le monde, mais on est tous d'accord pour dire que c'est vital. Dans l'association, donc, on a plusieurs valeurs, mais l'idée de co-construire des pensées et nous, on n'a pas la science infuse. Donc l'idée, c'est aussi de faire avec la réalité de chacun et de chacune et des sensibilités de tout le monde. Mais par contre, une des clés, c'est notamment se tourner vers des produits du territoire plutôt végétaux, donc végétaliser son alimentation. Et donc voilà, par exemple les lentillons de Champagne, je pense que certaines personnes ici connaissent, ça permet d'intégrer petit à petit des aliments du territoire et aussi se dire c'est un cheminement, c'est-à-dire que à partir du moment où je suis convaincue que c'est important de manger des produits locaux et de saison, c'est comment je fais petit à petit à mon échelle. Voilà, si j'ai l'habitude de manger de la viande 2 fois par jour et que je veux me tourner vers de la viande issue du territoire, effectivement le budget va prendre un sacré coup. Si je change un petit peu mon mode alimentaire et me tourner vers des produits du territoire, ce sera de plus en plus facile. Donc végétaliser l'alimentation, ça c'est vraiment un levier qu'on soulève très souvent, quoi. Et après, faire la cuisine soi-même. Essayer de sortir de l'industrie agroalimentaire avec des produits transformés qui coûtent très souvent très cher au porte-monnaie, à l'environnement. Et c'est pour ça qu'à travers les ateliers de cuisine participative, c'est aussi montrer que faire soi-même avec des produits que l'on a là sous la main, on peut tout à fait faire des plats goûtus et puis anti-gaspi et de saison. Et moins cher. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Bertrand, tu as envie de réagir là-dessus, voir si vous, à l'école des jardiniers, c'est aussi une thématique, c'est quelque chose que vous essayez de transmettre Donc l'école des jardiniers, on est plus sur l'autosuffisance alimentaire, c'est produire soi-même. Et puis aussi apprendre ensemble à jardiner. Ce qui est important, c'est aussi tout le lien social qui peut se créer entre les adhérents et entre associations, ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, c'est une forme de résilience forte pour toutes les crises à venir. C'est travailler ensemble, apprendre ensemble. Pour améliorer. Alors, pour parler des jardins, c'est des techniques de culture, pour arriver sur des techniques de culture plus résilientes. Donc, le jardinage au naturel, prendre soin du sol,
consommer moins d'eau, pour arriver à des productions qui prennent soin aussi des ressources, et puis aussi préserver la biodiversité. Donc on travaille sur plein de thèmes, il y a plein de thèmes en parallèle, mais c'est en travaillant ensemble sur tous ces thèmes-là qu'on peut arriver à de la résilience. Et on le voit dans les jardins, sur une année sèche comme on a eu, un terrain qui est cultivé un peu en mode permaculture, beaucoup de paillage, un sol riche en matière organique, il a besoin de beaucoup moins d'arrosage qu'un jardinage conventionnel. Et ça, on voit l'effet et on le mesure. Et donc c'est important, et c'est aussi important de partager toutes ces techniques. Donc c'est ce qu'on fait, c'est qu'on sensibilise, on explique, et puis aussi on essaye d'apporter de nouvelles techniques aussi, parce que il y a des choses nouvelles qui se font, et il faut partager et apprendre ensemble. Je ne sais pas si c'était dans le thème du consommateur, mais nous on est un peu loin du consommateur. Donc... Non, merci, c'est très bien. Effectivement, on a abordé le consommateur, mais le fait de produire soi-même ses légumes, je pense que c'est une des clés de la résilience alimentaire. D'ailleurs, il y a des pays autres que la France. La France a dû l'être à une époque, mais il y a d'autres pays, je pense notamment, c'est d'actualité, mais on parle beaucoup de certains villages en Russie ou en Ukraine où la plupart des gens ont vrai potager de grande ampleur et qui leur permet de subvenir à une partie de leur alimentation. Donc ça, c'est une vraie résilience pour nous. Après, oui, pardon. Justement, j'ai vécu en Russie où effectivement ça a été créé, ils avaient tous des terrains. Ils avaient tous des terrains et ils avaient tous cultivé tous. Et la question que je me posais, c'est quelle superficie il faut pour pouvoir avoir un potager qui fait vivre une famille. Ouais. Une famille, on a des familles justement nous qui sont à l'école des jardiniers, et c'est leur gagne-pain un peu. Ils nourrissent la famille et ils ont entre 50 et 70 mètres carrés. C'est tout petit, C'est tout petit et ils sortent des quantités de légumes incroyables. Mais il n'y a jamais un rang qui est vide. Dès qu'il y a un rang où ils ramassent les légumes, c'est tout de suite ressemé, replanté, et ça toute l'année. Voilà. Donc il faut pas une grande surface. Je ne sais pas l'expérience en Russie, des jardins. Ça m'avait impressionné, effectivement, j'avais l'occasion d'en louer une et le propriétaire se servait quand même du terrain. Moi je voulais simplement la maison et les barbecues. Et le propriétaire, lui, s'occupait du potager et j'avais été impressionné du nombre de concombres, tomates, enfin tout ce qui pouvait sortir du potager sur une surface qui ne paraissait pas très grande. Et justement, la question que je me posais, parce que quand vous parliez des 2%, il y a quand même beaucoup de terrain utilisé par des particuliers. Est-ce qu'on sait, ça ne doit pas être pris dans les 2% que vous avez donné au début? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut que je retrouve mes sources. Alors évidemment, mais je pense que si on considère le nombre de personnes qui sont concernées par ces jardins par rapport à la population totale de Reims, je pense que ça reste une très très faible minorité. Et j'ajouterais aussi que là on parle bien de la production de légumes. On n'a pas parlé de la production de céréales, de viande, de produits laitiers. Donc c'est de l'autosuffisance relative sur les légumes. Donc moi j'avais plutôt des chiffres de l'ordre de 2 à 3 000 mètres carrés, mais pour une autosuffisance quasi totale. Mais bon, c'est pareil, il faut que je trouve mes sources. Une vache, un mouton. Mais c'est des systèmes qui existent encore, notamment en Ukraine, suite à la chute de l'URSS, où chaque membre des kolkhozes a hérité d'un hectare ou un demi-hectare. Et ils ont remis en place des systèmes céréaliers, maraîchage, fruitier, avec un peu d'élevage. Et ils arrivaient à être plus ou moins autosuffisants. Et j'avais entendu un chiffre hyper intéressant, c'est que la moitié de la production ukrainienne venait de ces jardins-là. Et l'autre moitié, c'était les énormes exploitations de plusieurs milliers d'hectares qui font de l'ultra extensif, donc ils ne sont pas du tout productifs à la surface.
mais qui sont des grosses entreprises avec de la grosse machinerie, donc qui sont a priori rentables. Et d'un point de vue productivité, les petits jardins produisaient l'équivalent de ce que produisaient les grandes surfaces. Donc c'est quand même très significatif. Après, c'est vraiment le modèle ultime, et je ne sais pas si c'est aussi un mode de vie qu'on souhaiterait avoir, parce que j'imagine que c'est pas facile tous les jours. En tout cas, merci pour la remarque. Du coup, moi, je vais me tourner vers Élodie pour revenir un peu sur cette question de la sensibilisation des citadins à cette question alimentaire et agricole en général, et voir un peu comment vous approchez le sujet, et éventuellement, comme vous êtes plutôt visionnaire, essayer de proposer des formes d'utopie, ou en tout cas de société idéale. Qu'est-ce que vous avez dans votre besace pour nous sauver de... Donc, je vais sortir mes super pouvoirs pour intervenir. Donc merci de nous avoir conviés, et merci voilà, pour cet échange. Donc, je suis Élodie, je suis coordinatrice du collectif Colibri local. C'est un mouvement national, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années et qui en effet est déclinée sur différents territoires avec la vocation d'inspirer, soutenir et relier les personnes qui s'engagent dans la transition écologique. Et en effet, nous, on essaye de créer des liens entre les personnes, de permettre des liens entre les associations, mais aussi de penser les liens entre les différents domaines. Alors, par rapport à ma ressource, j'ai bien révisé cette semaine les ressources Colibri en lien avec cette thématique, parce que alors, je vous invite à regarder sur le site internet, donc le mouvementcolibri.org. C'est une mine d'informations par rapport à cette question, mais par rapport à plein d'autres questions, thématiques connexes. Et par exemple, il y a eu un MOOC. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, donc c'est un enseignement en ligne sur la permaculture qui avait été proposé il y a quelques années, qui a donné lieu ici localement à des expérimentations sur des terrains, en particulier au jardin sauvage à Sillery. Et puis, c'est un moment aussi où on a lancé le mouvement, on s'est rapproché du mouvement des incroyables comestibles. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, donc peut-être vous l'avez vu dans le film Demain, qui avait été produit par Cyril Dion, et puis ensuite il y a eu Après-demain, et puis bref, c'est pas fini. Et donc dans ce film, on voyait l'émergence de ce mouvement, donc Incredible Edibles, je le dis en anglais pour... je suis quand même venue avec mes super pouvoirs. Donc, c'est un mouvement qui est né dans une bourgade où la population se posait cette question de qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient, et surtout comment on peut refaire ensemble et connaître aussi mieux les pratiques et la saisonnalité, etc. Donc, il s'agit avec ses voisins ou dans son entreprise ou à échelle d'un quartier d'installer des bacs ou de demander, grâce à la super charte de végétalisation de la ville qu'on a co-rédigée avec la ville de Reims à l'époque, d'utiliser des espaces qui sont des espaces publics, et ça peut être une petite partie d'un parc par exemple. Alors ça donne lieu à des rencontres, ça donne lieu à des expériences. Bien sûr, ça ne va pas répondre à la question de la résilience alimentaire. Et donc à Reims, en effet, si on n'a plus de ressources qui viennent de l'extérieur, au bout de 5 jours, on ne peut plus manger. Alors, ça ne fait pas beaucoup. Et on ira tous chez vous pour survivre. Et donc il y a cette question de la solidarité et la question de la sensibilisation. Je crois que ça répond aussi à ce que vous avez dit sur les personnes qui vont pas forcément comprendre pourquoi on rémunère un agriculteur, une agricultrice. Et donc les ponts qu'on peut proposer, c'est d'aller trouver des réponses dans d'autres domaines. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Comment on va éduquer les enfants à toutes ces questions? Voilà, c'est-à-dire que si on ne considère pas que cet aliment il doit avoir un prix, c'est qu'en fait qu'on ne connaît pas le métier, peut-être qu'on n'est jamais allé à la rencontre. Et donc j'ai relu cette semaine une revue qui est éditée par donc le mouvement Colibri. Je vous invite à la regarder. On peut soit l'acheter, soit la lire en ligne. C'est un calaméo, c'est un ouvrage qui est consultable en ligne. C'est la revue 90 degrés.
Et elle propose régulièrement donc, des thématiques, et donc le numéro 2 était consacré à ces questions de résilience alimentaire. Donc il y a tous les chiffres en lien avec ce dont on a parlé, et surtout, je pense qu'il y a une vraie base de travail pour nous à l'échelle du territoire. Il y a des témoignages sur des endroits où ça marche. Donc il y a un projet qui fonctionne bien autour d'Angoulême, il y a une structure qui est intéressante à Nantes, à Niort. Il y a un collectif Colibri en lien avec, je crois, Attaque locale et d'autres associations qui fait basculer peu à peu la commune de Kems dans le Bas-Rhin en Alsace, un petit peu comme on l'avait vu pour ceux qui avaient participé à cette projection dans le film de Marie-Monique Robin, qui était le film Qu'est-ce qu'on attend ? Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, c'est la commune de Ungersheim en Allemagne. Et en fait, on voit que en Alsace, excusez-moi, j'ai parlé allemand tout à l'heure, il y a des gens qui parlent allemand ici, donc je parle un petit peu allemand, ça m'a perturbé. Et on voit en fait voilà, qu'il faut ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire que la question du maraîchage, elle va impliquer aussi peut-être l'école et peut-être la solidarité locale, la démocratie locale. Et donc pour conclure, les endroits où ça marche, c'est les endroits aussi où les élus réagissent et prennent à bras-le-corps la question. Et tout à l'heure, en début d'après-midi, est venu discuter avec moi sur le stand un élu de la ville de Reims. Et c'est dommage qu'il ne soit pas là, donc s'il y en a d'autres que je ne reconnaîtrai pas, manifestez-vous, on en connaît plusieurs. Et donc cette personne est aussi en charge de la caisse des écoles avec la cantine scolaire, et je disais, ben voilà, où est-ce que vous en êtes dans la réflexion de peut-être proposer dans les écoles, commencer par là du moins, quelque chose qui serait produit localement, dans des lieux que les enfants pourraient aussi visiter et comprendre comment ça se passe et apprécier aussi d'où ça vient. Et donc sa réponse a été de dire, bah en fait, on s'est déjà posé la question, mais il n'y a pas assez de maraîchers autour de nous, donc bah, ça marche pas. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, citoyens, associations, maraîchers, c'est à nous en fait de créer des collectifs et peut-être de créer aussi, donc à Kems, ils ont mis en place un groupement d'achat solidaire qui est un peu une AMAP++, on va dire, pour aller les faire réagir sur qu'est-ce que vous faites avec le plan local d'urbanisme. Est-ce que c'est judicieux de multiplier l'artificialisation des sols, de rajouter une énième zone commerciale dans laquelle on va faire venir des produits qui ont été produits à l'autre bout par des personnes mal payées, maltraitées, et ça ne s'affiche pas sur le produit, mais il y a un coût derrière, humain, environnemental, carbone, etc. Donc moi j'aimerais proposer qu'après cette merveilleuse journée, il y en ait d'autres, et qu'on s'interroge pas seulement sur ce que vous faites, avec tout le respect qu'on doit, mais comment on peut faire aussi ensemble, bouger pour amener les gens vers vous, peut-être faire encore de la com, de la sensibilisation, et c'est politique, mais c'est pas c'est politique au sens noble, hein, de qu'est-ce qu'on fait, police, j'aime bien cette étymologie quand même, nous tous dans la cité. Je vais prendre juste encore une petite seconde avant de te donner la parole sur la légende du colibri. Oui, mais là, je vais peut-être te glisser une pré-transition. Donc colibri, vous connaissez la légende. Pourquoi on s'appelle colibri? C'est une légende amérindienne qui a donné son nom au mouvement, cofondé par Pierre Rabhi et Cyril Dion. Et c'est une métaphore de ce qu'on traverse tous en ce moment, il y a donc un grand incendie et les animaux s'enfuient. D'accord, donc crise, on quitte les territoires. Et le colibri qui est minuscule, c'est incroyable, on n'en a jamais vu d'ailleurs, fait des allers-retours avec sa petite goutte d'eau. Et les autres lui disent, ça va pas, complètement fou, tu ne vas jamais y arriver. Et il répond, je sais mais je fais ma part. Et voilà, je crois que c'est important qu'on prenne conscience des forces individuelles qu'on a, pas pour se dire que c'est l'action collective, le je fais pipi sous la douche qui va changer le monde, mais que en fait parce que quelquefois on nous dit oui, colibri, petites actions. Mais non, petites actions ensemble, faire sa part ensemble. Donc là on est déjà un petit paquet et on va pouvoir faire des trucs. Oups. Je tiens à ma transition. Merci beaucoup Elodie. Donc je te remercie de nous avoir parlé de différents exemples et de ce en quoi vous mettez en réseau et essayer de mettre
aux yeux de tous des choses qui marchent. Et du coup, ma transition, c'est que il y a quelqu'un ici qui aimerait bien expérimenter à l'échelle réelle, si je puis dire, une ville résiliente sur tous les aspects, mais essentiellement l'aspect alimentaire. Donc je vais savoir, Eric, voilà, quel est votre projet? Et alors, je sais qu'il est très très large et qu'il y a beaucoup d'objectifs. Si on peut essayer de rester focalisé sur la question alimentaire, mais voilà, comment vous envisagez ce projet par rapport à cette question? Peut-être juste dresser des éléments de contexte et puis... Oui, bonjour. Je suis content de passer après l'utopie parce que nous prétendons concepteurs d'hétérotopie, c'est-à-dire c'est justement des lieux où sont possibles les utopies. En fait, nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif, sans but lucratif, donc tous les mots sont importants, je le dis toujours. Mais on est aussi surtout les propriétaires d'un terrain de 65 hectares, sur lequel il y a 55 000 mètres carrés de bâtiments existants. On a sur ces 65 hectares, donc il y a 30 hectares urbains. Sur ces 30 hectares urbains, il va y avoir beaucoup de chiffres, mais vous allez voir, c'est important. On s'est aperçu qu'entre les différents bâtiments, on a juste 3 hectares de pelouse, que parallèlement, on a aussi 5 hectares de goudron qu'on va pouvoir désartificialiser au moins en grande partie, qu'on va reconstruire des bâtiments, on va peut-être les surélever et on va faire ce qu'on appelle maladroitement des rooftops, enfin des toits plats, sur lesquels on pourra tout à fait faire un peu de permaculture, mais là c'est toujours pareil, c'est 10 000, 15 000 mètres carrés. Et en fin de compte, on réfléchit un petit peu à tout ce qui a été dit sur la rentabilité de quelques mètres carrés entre des bâtiments, le fait effectivement combien de personnes on va pouvoir nourrir, parce qu'à terme, sur ce lieu-là, on aura 500, 1000 personnes, 2500 personnes dans la journée. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir nourrir tout le monde avec ça, mais ceci étant, on est un lieu d'expérimentation. C'est-à-dire que véritablement, on va pouvoir dire sur 70 mètres carrés, voilà comment on peut nourrir X personnes. Et on verra bien si c'est bien ou pas. Mais en tout état de cause, on va largement au-delà de l'alimentaire. C'est aussi le fait d'essayer de ne pas artificialiser. Donc on va essayer de densifier. On a 30 hectares actuellement. Alors ne me jetez pas la pierre, mais que je prétends bio, au sens où ils n'ont pas été cultivés depuis 120 ans. Et tout ça est à 500 mètres de Reims. C'est une partie de la base vie, de la base 112. Et là, c'est très très important. C'est très important d'avoir ça à côté. Et c'est un lieu d'expérimentation totale. Actuellement, nous sommes propriétaires depuis, je dirais, quelques mois. On est en train de réfléchir à tout ça et de se dire, mais on a 30 hectares, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des pelouses, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des toits, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la seule chose, c'est, nous, on ne sait rien faire. On est juste l'auberge espagnole, on y trouve ce qu'on y apporte. Et quand je vois tous les porteurs de projets qu'on a autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un moyen de faire des tests? Nous sommes un lieu d'expérimentation. Et c'est ça qui est important. On veut expérimenter, même si le projet semble gros. Il n'est pas gros, enfin moi je suis gros, mais 65 hectares, c'est important. Mais en fin de compte, c'est surtout 30, 40 expérimentations qui vont pouvoir se refaire, qui dans une petite ville, qui dans un bourg, qui dans un autre endroit, et qu'on pourra dire ça a fonctionné. Donc l'utopie, c'est pas ce qui n'est pas possible, c'est ce qui n'a pas encore été fait. Merci beaucoup Eric. Et je me permets du coup de te demander ces surfaces qui seraient potentiellement cultivables, finalement en quoi elles seraient différentes des surfaces qui existent autour des villes actuellement. Alors elles seront accessibles, mais du coup est-ce que vous allez axer vers un type de porteur de projet, vers un type d'agriculture? Quel est le concept finalement dans votre projet? Quelle est cette utopie dont tu parles? L'utopie, c'est quand même essayer d'éviter les phytos, d'éviter des tas de choses qui sont quelquefois bizarres, et où on est très très proche, même sur notre territoire. Je ne veux pas aller plus loin.
ok. En tout cas, avis aux amateurs, hein, vous savez qu'il y a... Est-ce que si ça peut intéresser des porteurs de projets, ils peuvent venir vers toi Bien sûr qu'ils peuvent venir vers moi, mais éventuellement vous pouvez avoir pas mal d'infos. Vous tapez microville 112 sur Google, vous allez voir, ça sort. Il y aura pas mal de choses. Hein, le site est un peu ancien, mais il y a quand même énormément de choses. Mais surtout, je vous invite à prendre contact avec moi, bon peut-être par vous, etc. J'ai des cartes, hein, je peux vous donner des cartes. Dans tous les cas, venez, je fais des visites 7 jours sur 7, vraiment. Donc, vous venez, chakra ouvert, et venez. Vous allez découvrir des choses, et en plus, vous allez découvrir des bâtiments des années 30, vous allez découvrir un lieu, on est à 500 mètres de Reims, on a des chevreuils, on a des faisans, on a des lièvres. Bon, ben, ils sont chez eux, en fait. Merci Eric. Du coup, moi j'en profite comme je fais intervenir tout le monde pour repréciser un peu ce que nous on souhaite faire à la ferme rémoise, parce que peut-être que certains d'entre vous se posent encore la question. Donc nous on a créé cette association pour plusieurs raisons, mais vraiment c'est pour s'emparer de cette problématique de l'agriculture et de la résilience alimentaire en fait, et de venir la mettre vraiment à portée des citadins par l'agriculture urbaine. Et finalement notre levier d'action c'est quoi? C'est d'aider des porteurs de projets, donc n'importe qui se pose la question aujourd'hui alors soit qui veut vraiment se lancer dans un projet agricole à part entière comme le fait nos amis producteurs, mais qui est actif, il a son travail de citadin, il n'a pas forcément le temps d'aller visiter des fermes ou de suivre une formation, mais il s'intéresse vraiment au sujet. Nous on a un terrain de jeu extraordinaire ici, merci à la ville de Reims, qui est de toute petite échelle, hein, je remets les choses dans leur contexte par rapport à visiter les fermes de nos amis producteurs, ça n'a rien à voir. On est sur une toute petite surface, à terme on va peut-être cultiver de maximum 2000 m², ça serait vraiment le bout du monde. Mais ça permet à des personnes qui sont aujourd'hui pas du tout dans le métier de venir passer de temps en temps, un samedi matin, on fait des permanences le samedi matin, petite info, ou à d'autres occasions, pour expérimenter, alors ici on fait essentiellement du maraîchage, mais voilà, ça permet de mettre les mains dans la terre, ça permet aussi de faire du réseau. On est plusieurs dans l'association, en l'ayant créé et en ayant passé du temps, à finalement avoir trouvé aussi une orientation professionnelle liée à l'agriculture. Donc ça fait du réseau, ça vous permet de vous tester. Et puis si à un moment donné, voilà, vous avez envie de vous lancer, on vous donne toutes les infos nécessaires. Donc après, évidemment, il y a des relais très efficaces comme Terre de Liens, comme Bio Grand Est, mais aussi le parcours en installation. Enfin, il y a tout un tas d'instances pour les gens qui veulent s'installer. Mais ceux qui n'osent pas encore vraiment y aller, ils peuvent venir nous voir parce que nous, on est là. On n'ampute pas sur leur temps de travail, ça se peut se faire le week-end, c'est dans une ambiance sympathique avec des gens motivés. Et on a aussi une vocation quand même essentielle, c'est les gens qui ont des projets d'agriculture urbaine. Donc bon, Eric c'est un peu particulier parce que lui c'est un projet gigantesque, mais des projets à plus petite échelle. Alors j'ai malheureusement aujourd'hui pas d'exemple précis de ce qu'on va faire, mais voilà, on a été déjà sollicité par des gens qui veulent mettre en culture 2000 m², 3000 m², donc c'est des surfaces qui ne sont pas suffisantes, en tout cas pour une production on va dire classique pour en vivre. En revanche, ça peut s'inscrire dans un projet de RSE ou ça peut être un travail à mi-temps. Enfin, on peut imaginer toutes sortes de projets liés à cette mise en culture de petites surfaces. Sauf que là, pour le coup, aujourd'hui, il n'existe pas d'acteurs, enfin, Muriel, tu me diras si je me trompe, de personnes qui sont là pour appuyer ce type de projet. C'est quand même très compliqué pour les instances agricoles classiques d'accompagner des tout petits projets parce qu'on n'est plus du tout dans la même logique économique, de commercialisation, d'organisation. Et nous, on essaye justement de combler ce petit maillon manquant. Alors on est tous bénévoles, on a des compétences diverses et variées, mais voilà, on a déjà été sollicités, on a des projets qui sont en cours d'études. Et on aimerait vraiment permettre l'essor de cette agriculture urbaine protéiforme, si je puis dire,
qui peut être aussi au-delà de la production, hein, ça peut être aussi des projets de sensibilisation à l'alimentation, donc on est aussi sur l'aspect éducatif, qui se prêterait très bien sur ce type de terrain par exemple, qui permet de faire un parcours pédagogique, c'est un peu ce qu'on a voulu faire aussi. Donc voilà, on se situe vraiment sur ces deux aspects, c'est un endroit où les gens peuvent venir se tester, ils peuvent tester leurs projets, mais on peut aussi proposer tout un accompagnement pour que les projets émergent et que on se mette à produire un peu partout et que les gens prennent conscience de comment on produit leur alimentation et que ça ne vient pas juste du supermarché. Et peut-être que ça permettra justement d'emmener plus de monde vers le local, vers l'autosuffisance. Donc c'est un peu notre objectif. Et voilà un peu pour présenter la ferme. Tu voulais réagir, hein, Ben ? Oui, c'est bien ce qu'il faut faire en fait. C'est aussi s'ouvrir à plein de personnes qui hésitent à se lancer sur l'agriculture. Et puis il y a de quoi, hein, quand on entend ceux qui se sont installés, c'est quand même un peu un parcours du combattant. Et donc, c'est vraiment ça, c'est l'attractivité du métier qu'il faut travailler. Et après, moi je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter aussi à être politique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Faut aller voir les élus. Il faut essayer de faire pencher la balance vers d'autres actions. Tu en as cité un petit peu Élodie, mais moi je dis faut aussi, par exemple, demander une formation maraîchage sur un lycée agricole marnais, puisque ça se fait pas. C'est Grande Culture à Val-de-Velle, enfin non, c'est le lycée Tillois, ouais, il y a Tillois, puis il y en a un autre, mais enfin bon, il n'y a pas maraîchage. Je crois que c'était en projet, puis ça a été abandonné. Moi, je sais que les porteurs de projets qui sont venus et qui voulaient se former en maraîchage, ils sont allés soit en Haute-Marne, soit carrément en Lorraine. Donc, il y a un problème. Un problème par rapport à ça. Donc ça, c'est les élus qui peuvent faire changer la politique agricole. Donc il y a aussi ce côté-là, quoi. Enfin, moi, et puis aussi préciser que la région Grand Est n'est vraiment pas, pour l'instant, hein, on espère faire pencher la balance aussi, hein, donc on agit un petit peu, surtout avec Bio Grand Est, là, actuellement, il y a des actions qui sont faites pour faire la remarque, parce que finalement, il y a 60% des porteurs de projets que nous, on rencontre qui ne sont pas issus du monde agricole. Et parmi ces 60% de porteurs de projets, il y en a beaucoup qui veulent s'installer en bio. Or, on voit que la région aide, jusqu'à maintenant, il y avait une aide à l'installation pour les agriculteurs qui voulaient s'installer en agriculture bio. Et en fait, il y avait une majoration de cette aide-là quand on était en bio et quand on n'était pas issu du monde agricole. Et tout ça a été supprimé pour simplifier, soi-disant. Mais en attendant, ça fait moins d'installations. Parce que les jeunes, en fait, qu'on a rencontrés, nous, enfin, le gros réservoir de porteurs de projets, je pense, ne sont plus issus du monde agricole. Et veulent aller vers une autre agriculture, puisque, enfin, je ne veux pas dire, mais je pense que l'autre agriculture se casse la figure actuellement. Donc, forcément, il va falloir changer les choses. Et puis, quand on voit la biodiversité qui se casse la figure, quand on voit le changement climatique, il faut vraiment réfléchir sur des méthodes agronomiques poussées, quoi. Merci Muriel. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Alors nous, à la ferme rémoise, on se veut apolitique, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément parti pour une orientation plus qu'une autre, même si, dans le fond, on est quand même plus orienté vers une agriculture la plus naturelle possible. Après, du coup, c'est vrai que comme on a obtenu ce terrain grâce au Grand Reims et qu'on est en étroite collaboration avec la direction de la transition écologique, finalement, nos problématiques et la problématique des gens qu'on rencontre, on peut quand même leur transmettre. Et je pense qu'ils sont très contents qu'on existe parce que c'est une question sur laquelle ils ne sont pas du tout à l'aise. Ils aimeraient beaucoup qu'il y ait plus d'installations. Enfin, c'est quelque chose qui est demandé, que la société veut de plus en plus. Mais c'est vrai que là-dessus, les politiques locales sont encore très démunies par rapport à toutes ces problématiques. Donc on ne cherche pas à se substituer à la collectivité, bien évidemment, mais on peut en tout cas servir de relais. Il y en a plein d'autres, et je pense que vous êtes beaucoup plus actifs sur ce volet-là, mais quoi qu'il en soit, nous, on a finalement la proximité, c'est vraiment notre valeur ajoutée, je dirais. Donc, pour donner un exemple concret, hein, nous ici, là où vous êtes, si tout s'était passé correctement, vous seriez sous une serre. Malheureusement, elle n'est pas là. Problématique de pluie.
de PLU. Donc voilà, une contrainte administrative implacable, brutale et vraiment très compliquée. Donc cette problématique administrative qui se rajoute à toutes les autres qu'on a pu entendre, la difficulté de se rémunérer, d'avoir accès au foncier. Donc nous, évidemment, on plaide pour notre paroisse, on aimerait bien pouvoir mettre notre serre un jour, mais peut-être que, j'en discutais avec une élue de la transition écologique, peut-être qu'il faut aller encore plus haut, faire remonter au ministère, comme quoi, pour faciliter l'installation, il va falloir permettre de passer outre ces problématiques administratives, de bonnes raisons bien évidemment. Le but c'est pas que ça devienne la foire, mais politiquement là c'est quand même, ça serait un acte fort de pouvoir faciliter en tout cas les aspects administratifs qui sont un des nombreux négatifs. Je reviens sur les porteurs de projets parce que, et le maraîchage justement parce que nous, avec mon mari, on a un petit peu un avis un peu contraire. Justement, on a vu beaucoup de porteurs de projets qui se sont dit après le Covid, tiens, on change de mentalité, on veut changer de métier. Et je trouve que des fois, les gens, très bien, ils ont des projets, mais est-ce qu'ils se sont vraiment rendus compte de la rentabilité de leurs projets? Et c'est ça qu'il faut vraiment soulever parce que sur la vente en direct, on s'est rendu compte qu'après le Covid, ça s'est écroulé. Donc, si on base un projet que sur de la vente directe, ça devient plus rentable maintenant. Donc, je trouve que, sur les formations, moi j'étais au CRFPS, donc c'est un centre de formation qui a lancé une section maraîchage et qui disait que maintenant les sections maraîchage étaient de moins en moins remplies parce que y a plein de projets qui ne se sont pas faits, voilà. Et donc je sais pas, moi je pense que c'est bien, hein, il en faut des agriculteurs, on n'est pas contre, mais faut pas non plus trop de concurrence, même si parce que la vente locale elle a ses limites. Si c'est après avoir de la surproduction et jeter une partie de notre production parce qu'on ne pourra pas l'écouler, voilà. Je suis un peu mitigée sur ce point-là. Ouais. Parce qu'on se fait beaucoup de concurrence. Nous, on voit sur notre secteur, on est producteur d'asperges. Sur le nord de Reims, on a replanté après le Covid. On s'est dit tiens, forcément, on a de la demande en plus, on va le faire. Et cette année, une partie de notre production, on a eu du mal à écouler, quoi. Et typiquement, c'est parce que d'autres sont installés aussi juste à côté de nous et qu'on a de la concurrence et qu'on se fait de la concurrence entre nous, quoi. Voilà. Oui, en vente directe aussi. Alors peut-être que ça rejoint un peu la question politique finalement, où tout ça devrait être un minimum organisé. Je sais qu'il y en a pour qui ça peut être très problématique, hein. On est habitué à pouvoir entreprendre librement dans notre pays, mais la question alimentaire est tellement fondamentale que est-ce qu'il faut la laisser entre guillemets avec la fameuse main invisible des marchés qui va réguler la production, la demande et l'offre. Là, effectivement, tu soulèves un vrai sujet, c'est que si tout d'un coup il y avait une offre énorme, on ne trouverait pas preneur, donc la moitié des producteurs se casseraient la figure. Et en même temps, on entend, quand on parle de la restauration collective, qui peine à s'approvisionner en local à cause des quantités. Je sais pas si toi tu as essayé, nous on essaye de travailler avec la restauration collective parce qu'on se dit que c'est un bon marché. Et j'en ai parlé à la Chambre d'agriculture, ils sont en train de mettre aussi un réseau parce qu'en fait le souci c'est que on est des producteurs, hein, d'une semaine à l'autre on peut avoir des ruptures sur des produits et ça la restauration collective c'est très cadré, ils font des menus à l'avance et tout ça et nous on peut pas. Et moi c'est ce que je leur disais, je dis si on s'associe à plusieurs et on se dit tiens une semaine c'est toi qui fournis, voilà je suis en surproduction, toi tu fourniras la semaine prochaine, on trouverait un accord comme ça, oui on pourrait, mais là c'est pas possible de travailler avec la restauration collective et c'est dommage justement. Après, au réseau bio, tu as MBCA, Manger Bio en Champagne-Ardenne, qui fédère les producteurs bio. Et il y en a un qui, quand un producteur ne peut pas, le réseau répond à la demande des cantines. Donc il y a MBCA, Manger Bio en Champagne-Ardenne. C'est un collectif de producteurs bio champardonnais qui fournit les cantines
Il y a une plateforme, si je ne me trompe pas, à Vitry-les-Reims, qui permet de centraliser les marchandises livrées par les maraîchers bio, qui sont ensuite redistribuées dans les cantines, dans les cuisines centrales, en fait, c'est ça. Oui, et pour compléter effectivement cette information vraiment capitale, pour avoir travaillé sur le diagnostic agricole et alimentaire sur le triangle marnais avec Terre de Liens justement et la Chambre d'agriculture, quand j'étais à Bio Grand Est, en restauration collective, il y a quelques établissements qui essaient d'intégrer de plus en plus de produits issus du territoire, mais connaître le métier d'acheteur en restauration collective est hyper important pour les producteurs et vice-versa. Que les producteurs connaissent les contraintes des acheteurs. Acheteurs qui ne sont pas forcément cuisiniers. Ça dépend vraiment des tailles de structures de restauration collective et si la restauration est faite sur place, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Mais tout ça pour dire que la planification entre producteur et acheteur est capital. C'est-à-dire que un producteur, il faut qu'il sache l'année d'avant, quasiment. Enfin, après, je parle pas à la place des producteurs, mais en gros, l'acheteur, il va acheter 2-3 semaines à l'avance, mais si le producteur, il ne le sait pas beaucoup plus longtemps à l'avance, il ne peut pas prévoir sa production. Et donc ça, c'est vraiment important. Et la contrainte aussi d'engagement, en termes de volume, c'est-à-dire que la cuisine centrale, par exemple, si elle peut échelonner sur toute l'année et donner une idée de volume pour les producteurs, ça va permettre une visibilité aussi financière, à la fois pour les producteurs, mais aussi pour la cuisine centrale. Voilà. Et par rapport à cette question-là, il y a le PAT, le projet alimentaire territorial, qui est piloté par le PNR de la Montagne de Reims, qui justement est là pour mettre en relation tous les acteurs du système alimentaire du territoire. Voilà, donc il y a des ateliers de concertation, des groupes de réflexion pour faire émerger des projets, pour faire se rencontrer les différents acteurs du système alimentaire, avec les intermédiaires aussi, pas forcément juste producteurs et acheteurs. Voilà, donc c'est vraiment un moyen aussi hyper intéressant sur le territoire pour poursuivre du coup ces débuts de mise en relation. Concernant la question du nombre de maraîchers qu'il y a, en fait, prenons en compte les restaurants traditionnels. Excusez-moi, le 99% vont en métro. Si vous allez en métro, je suis chef de cuisine et j'y vais. C'est pas bien, je sais. Ma femme est là. Presque rien de ce qu'il y a sur les étalages de la région. Presque rien. Est-ce que si vous me dites notre production, il y a une partie qui va sous PAFU, une partie qui va dans une association première. Est-ce que s'il y avait aussi la mentalité d'aller vendre au restaurant, à Reims, il y en a je ne sais pas combien de centaines, je prends tout, pizzeria, restaurant traditionnel, tout ce que vous voulez. Se laisse tomber les grands restaurants étoilés qui ont leur propre maraîcher qui travaillent pour eux. La production peut être écoulée sans gaspillage. Sans compter les restos du cœur et tout ça. Pourquoi alors on se pose le problème de dire si on a trop, qu'est-ce qu'on en fait? Moi je me poserais le problème au contraire. Il n'y en a pas assez parce que les gens sont obligés à acheter des tomates qui viennent d'Italie, je suis italien, bien pour nous, d'Espagne, je ne suis pas espagnol, mais c'est pas très logique. On se trouve à dire si on est trop, qu'est-ce qu'on fait? Mais on oblige les restaurateurs à acheter des produits d'ailleurs, même de saison, je parle même de saison, parce que les tomates... Métro nous a lancé Nous, on est allé voir Métro cette année. Ils nous avaient fait un petit salon, une matinée où justement il y avait les restaurateurs qui étaient là. On était, je pense, 4-5 producteurs de la Marne à proposer nos produits. On avait bien eu des bons contacts avec les acheteurs de Métro. J'ai cru que ça allait déboucher, je me suis dit tant mieux, on va pouvoir, nous on voyait ça pour les asperges, on va pouvoir écouler nos asperges et tout. Je les ai relancés 2 fois et j'ai pas eu de retour. Voilà. Donc j'y croyais, je pensais que justement c'était la solution pour moi travailler avec les restaurateurs. Je me suis dit il faut passer par Métro parce que aller livrer chaque restaurant c'est compliqué pour nous.
Il faudrait trouver une... Et je me suis dit, bah tiens, métro, c'est vrai que ça serait une bonne... Mais en fait, ils n'ont pas du tout d'envie de travailler, je pense, avec des producteurs locaux. Qui, métro? Oui. Métro, non, mais ils ont fait la démarche de venir vers nous, donc j'ai pas compris en fait. Ils ont fait la démarche, on y est allé, on a participé, on a eu des bons contacts. J'ai relancé, ils m'ont dit oui, on vous recontacte, et voilà. Et après, c'était fini. C'est dommage. Le problème, je pense que le problème en soi, métro n'a pas l'intérêt non plus de le faire. Ouais. Parce qu'acheter des asperges chez vous sont 10 fois meilleurs, mais peut-être coûtent 3 fois plus cher que par rapport à leur centrale d'achat. Donc peut-être un ensemble de maraîchers qui vont les produire aux restaurateurs, vont les asperges qui n'est pas de qui autre chose. Ok, vous me dites la livraison est compliquée, mais un restaurant peut aussi faire des réserves. Faire un restaurant a des frigos, des chambres froides. Donc la livraison tous les jours comme ils font chez Métro, c'est impossible, je suis bien conscient. Mais aussi, il faut peut-être aller voir les restaurants, leur dire nos produits coûtent 50 centimes plus cher qu'un Métro, oui. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien dedans, il faut les conserver. C'est ça le problème, quoi. Selon moi, là, il y a un problème qui se pose. J'ai une question, pourquoi tu ne vas pas t'approvisionner à Sacré Fermier par exemple? C'est ça. Parce que là, tu as du volume, tu as de la diversité. La politique de mon patron n'est pas celle-là. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Quand j'ai travaillé chez une autre personne, j'ai acheté les légumes à Constance. Je pouvais le faire. Il y a certains autres, ils me disent, non, on a des... Tout simplement, des fois à cause d'amitié, on ne peut pas changer. Et les patrons, c'est... Économiquement, non. Parce que je vous assure que le coût d'un butternut sous le plat final, il est très petit. Comptez qu'au total, on met sur une assiette de 150 grammes de légumes. Même si un butternut me coûte 6 €, il est rentable assez rapidement. Selon moi, ce n'est pas une question économique. Et pourquoi les restaurateurs ne jouent pas la main? Parce que c'est simple à la métro. Vous allez à la métro à 6h30 du matin, il y a tout. Vous avez la fraise au mois de janvier, elle arrive d'où? On ne sait pas, la fraise elle arrive d'où? Elle est rouge. Parce que les restaurateurs, en fait, on se rend compte qu'il y en a très peu qui travaillent avec des produits de saison. C'est ça aussi le souci. C'est que vous venez à Sacré Fermier au plein mois de janvier, vous n'allez pas avoir beaucoup de légumes et vous n'allez pas avoir, à part de la pomme et de la poire, il n'y aura pas d'autres fruits. Donc on sait très bien qu'un restaurateur, il veut proposer une carte qui est plus alléchante et qui nécessite d'avoir des produits d'importation, je pense. Heureusement, ils sont pas tous comme ça. Oui, mais après, je pense que le restaurateur, il suit le client en fait. Mais oui, S'il y a deux restaurants, il y en a qui prenaient des tartes aux fraises, voilà, il y a celui qui va aller là où il y a les tartes aux fraises. Merci. Je voulais donner le micro à Muriel, mais elle vient de partir. En tout cas, c'est intéressant comme question. D'où travailler aussi avec les clients et les consommateurs. Qu'est-ce qu'on veut manger et quel impact on a par rapport à notre consommation. Moi, je pense que manger bio, c'est absolument pas plus cher que de pas manger bio. Tout dépend ce qu'on fait. Quand on achète des produits transformés, c'est relativement cher. En plus, il faut voir ce qu'il y a dedans. Moi, je mange vraiment des choses très très basiques que je fais moi-même. Enfin, vraiment, et je suis pas du tout une spécialiste. Je pense que j'ai un budget alimentaire très très limité et de qualité, avec des produits vraiment basiques, quoi. Et sans consommation de viande en plus. Merci, donc on voit bien finalement le lien très fort entre ce que veut le consommateur, ce que peuvent proposer les producteurs et comment aussi on facilite l'accès à l'alimentation, parce que moi le côté pratique de métro, j'avoue, je l'ai expérimenté il y a 3 jours pour aller acheter des wraps, tout ce qui me manquait pour faire de la restauration aujourd'hui. Et hormis la provenance des transparents, les légumes viennent de chez Cléno, donc ça, je ne vais pas me le retirer. Et donc effectivement, je pense que le côté pratique, où on trouve tout au même endroit, c'est peut-être une des raisons qui permettrait à plus de gens de consommer local. Alors c'est très facile à dire. Je pense que Sacré Fermier essaye d'étoffer son offre un maximum. Après, voilà, il n'existe pas tout sur le territoire, dans les quantités suffisantes. Voilà. Donc c'est facile à dire. Peut-être que finalement, ça fait aussi partie des missions du PAT, d'essayer d'identifier les lieux qui permettraient à la fois de
aux producteurs de vendre à juste prix leurs produits et aux consommateurs de trouver cette même praticité d'achat. Et évidemment, le consommateur reste aussi décisionnaire du fait d'aller manger chez quelqu'un qui lui vend des produits de saison, peut-être une alimentation plus végétale, ou d'aller manger entre guillemets tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc évidemment, ça aura un impact sur l'offre qui pourra exister ou non. Moi, c'était ma petite réflexion. Ah. C'est où Sacré Fermier? À Cernay, je sais pas. Alors, c'est la zone d'activité. Pour la dame. Elle a une carte. Il y a un plan. Parce que, Non, c'était pour dire le lieu. On dit toujours que j'habite